Il manie les idées avec tant d'agilité, même les plus grands funambules sont jaloux de son talent. Mathieu Bock-Côté. Alors, on le sait, c'est un débat qui remonte à la semaine dernière, mais qui en fait va nous suivre pour un bon moment. Quand on sait, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a dit Ottawa, le régime fédéral canadien, a une volonté en fait d'assimiler ou à tout le moins de folkloriser les Québécois francophones, puis les transformer en minorité parmi d'autres dans le Canada pluriel. Je le dis dans mes mots, c'est pas les siens, mais on comprend globalement que c'est l'idée. Et là, plusieurs ont dit, mais c'est inimaginable que le Canada puisse vouloir du mal, entre guillemets, aux Québécois. C'est inimaginable qu'ils veuillent les mater, qu'ils veuillent les casser. À la rigueur, il y a un effet de système qui fait que les francophones paient le prix de leur participation au Canada, mais il n'y a aucune intention de déconstruction de leur identité à leur endroit. Je confesse avoir été étonné par ça, par cet étonnement, par ce refus d'y croire. Et pour parler justement de la relation Québec-Canada à l'échelle de l'histoire et voir si il peut y avoir une volonté d'asservissement des Québécois par le Canada dans le régime fédéral, nous recevons Robert Laplante, le directeur de l'Action nationale. Robert Laplante, bonjour. Bonjour. Alors, là, je vous pose la question très simplement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'insensé à l'idée d'affirmer que le Canada, ou le régime canadien, pour être plus exact, cherche à asservir les Québécois dans le Canada? Est-ce que cette phrase, pour vous, semble insensée ou elle semble descriptive et légitime? Oh, elle est descriptive, légitime très certainement, fondée dans l'histoire. Les Québécois, pour la plupart, ont déjà entendu parler du rapport de Durham, ont déjà entendu parler de l'acte d'union. Dans les récentes décennies, cette intention-là ne s'est pas formulée dans les mêmes termes. Et dans les faits, ce qui compte, c'est le résultat. Quand le Canada décide de pratiquer une immigration indécente, insensée, à 500 000 immigrants par année, plus les temporaires, plus, il est évident qu'il n'a pas le moindre souci de l'effet de sa politique sur le Québec. Le Québec n'existe plus dans le projet canadien. Alors, qu'il n'existe plus pour le motif explicite de le faire disparaître ou pour le résultat explicite de ses choix politiques, le reste, c'est des arguties. Parce que finalement, ce que ce débat-là nous place, ce devant quoi il nous place, c'est qu'il n'y a plus possibilité de renverser l'infernale logistique de minorisation définitive du Québec. Alors, moi, j'ai fait une comparaison et vous me dites si elle tient, parce que moi, je trouve que l'idée d'une volonté d'asservissement intentionnel n'est pas complètement dingue. Et je m'explique, vous me dites si la comparaison tient pour vous. Au début du 20e siècle, les Britanniques ne voulaient pas asservir les Irlandais. Ils disaient qu'ils voulaient mater les rebelles qui empêchaient les Irlandais de vivre librement sous la couronne britannique. De la même manière, le Canada ne veut pas asservir les Québécois, il veut mater les séparatistes et les nationalistes qui poussent les Québécois à se voir comme des Québécois d'abord plutôt que comme des Canadiens. Je laisse la violence mise à part, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de comparaison légitime entre ces deux situations? Très certainement, parce que c'est l'objectif explicite du rapatriement de la Constitution de 1982 et de la Charte canadienne des droits. Le Canada a affirmé qu'il sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous et il s'est érigé en protecteur d'une vertu dont, évidemment, il se proclame l'incarnation même. Alors, c'est entendu que cette mise en tutelle, elle n'a pas besoin d'un alibi agressif. C'est tout le contraire. Elle se drape, cette volonté-là, dans un discours vertueux qui est celui du multiculturalisme et qui est celui d'un régime dont le fonctionnement est de plus en plus unitaire, quoi qu'en dise la Constitution qu'il nous a imposée. Alors, c'est la contradiction dans cette affaire, c'est que le Canada n'a pas le moindre souci de respecter ce qu'il nous a imposé. C'est un fonctionnement institutionnel à double standard, c'est-à-dire qu'il est utilisé quand il s'agit de contrer notre volonté démocratique et il est banalisé et souvent même ignoré quand il s'agit pour le Canada de mener ses projets
avec ce messianisme post-national qui lui sert de doctrine d'État. Alors, moi, je trouve qu'il y a une forme, chez beaucoup de commentateurs, chez beaucoup de politiques, je trouve qu'il y a une forme de déni. C'est-à-dire, peut-être parce qu'on décide de s'extraire de l'histoire et qu'on vit dans un présent perpétuel, peut-être parce qu'on décide de pas assumer la relation de domination parce qu'elle serait trop blessante psychologiquement. Vous avez développé, je vous lis depuis 25 ans, il y a un concept que vous avez développé au fil du temps, c'est celui de la dédramatisation des pertes. Qu'entendez-vous par là? Ben, essentiellement, le rapport du minoritaire qui refuse de remettre en question la domination ne peut pas être pratiqué, tenu socialement pour tel. Il est enrobé, justifié, et la justification repose sur la réduction au caractère événementiel ou anecdotique de chacun des reculs. Donc, à toutes les fois que les Québécois se font dépouiller, comme ce sera probablement le cas sur la loi 21, comme ça a été le cas sur la loi 101, comme c'est le cas sur de nombreux objets, il y a toujours quelqu'un, et évidemment, c'est la rhétorique fédérale par excellence, pour dire, ben, c'est pas si grave, c'est un exemple, ça n'invalide pas le régime, ça n'invalide pas l'ensemble des avantages que nous en tirons, et la somme de ces atténuations-là, essentiellement, c'est une logique qui vise à faire accepter au plus grand nombre le recul. Et ce recul-là, bien entendu, il y a un seuil au-delà duquel il sera pas renversable. Et c'est à ce seuil-là que nous nous approchons dangereusement. Votre propos croise celui justement du chef du Parti québécois qui dit que ce serait sur le référendum de la dernière chance. Est-ce que, quand vous entendez l'idée d'une dernière chance, est-ce que pour vous cette formule, premièrement, est exacte et deuxièmement, elle correspond à quoi? Une forme d'effondrement démographique des francophones au Québec qui ferait en sorte qu'on serait condamné à un destin acadien et on ne maîtriserait plus la vie politique québécoise? La démographie et l'évolution du régime fédéral justifient cette affirmation. Cependant, je ne crois pas que ce soit la meilleure formulation pour mobiliser. Et essentiellement, pour mobiliser, ce qu'il faut faire comprendre aux Québécois, c'est que ce n'est pas le référendum qui est important, c'est la souveraineté. Alors, Gaston Miron disait souvent une anecdote, là, quand un militant pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Le référendum, c'est le doigt. Alors, il faut essentiellement replacer les choses de manière à faire comprendre aux Québécois à la fois les limitations et les coûts de ce régime et à la fois les avantages que leur donnera la pleine liberté. Et à cet égard, c'est un succès de propagande de la part de l'État canadien que d'avoir réussi à utiliser le caractère blessant de la défaite référendaire qu'il avait lui-même orchestrée par vol et autres manœuvres, en le démonisant. Alors, on a démonisé l'instrument et c'est vers cette démonisation que les adversaires du Québec pointent toujours le débat. Alors, si j'avais un conseil à donner à Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est de laisser les gens ergoter sur le référendum et de mettre le point central de son argumentation sur ce que nous donnera la souveraineté et ce sur quoi nous inflige, ce en quoi le régime nous inflige des pertes actuellement, ici et maintenant. Et ça, c'est je crois, le coin qu'il faut enfoncer dans la conjoncture politique actuelle. Il nous reste 2 minutes. Je me permets d'insister sur un argument. Vous dites ne pas me dire ce que la souveraineté pourrait nous donner, entre guillemets, mais l'idée que, dans le cadre fédéral, nous sommes condamnés à disparaître. Dans le Canada, le peuple québécois va être folklorisé. Mais est-ce que c'est pas la prise de conscience qui manque aux Québécois aujourd'hui, qui vivent encore dans l'illusion majoritaire, avec des élites qui disent qu'on fasse la souveraineté ou non, c'est bien ou c'est pas bien, mais on s'en fout. Est-ce que dire c'est une question de survie, de survivance, comme on aurait dit autrefois? Est-ce que c'est pas aussi l'argument le plus déterminant pour mobiliser une bonne partie de l'électorat? Ça peut l'être, mais il faut faire la distinction. Il y aura toujours des Québécois sur le territoire.
Ouais. Mais qui seront-ils et que seront-ils devenus? Alors, effectivement, notre minorisation, les Québécois s'en sont pas encore rendus compte, mais elle est consommée. Le gouvernement fédéral peut être formé par le vote d'une majorité de Canadiens sans même qu'il y ait un seul député québécois à la Chambre des communes. Alors, la réforme est complétée et ce ne sont que des gains accessoires que les partis fédéraux peuvent espérer trouver au Québec. Ils n'en ont formellement pas besoin. Et c'est peut-être la démonstration que nous fera Pierre Poilievre. Robert Laplante, directeur de l'Action nationale, merci pour votre temps ce matin, c'était un plaisir. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci.